Mesdames, Messieurs, chers participants, bonjour. Bienvenue pour notre webinaire Actualité autour du dirigeant en France. Nous serons une bonne trentaine aujourd'hui. Je pense nous avons tenu ce même séminaire mardi dernier en langue allemande, ce qui était beaucoup plus facile pour moi. Où nous avions une cinquantaine de participants. Aujourd'hui, nous sommes une trentaine. Vous êtes les bienvenus et nous avons organisé ce webinaire par l'intermédiaire de la société FFU, Frankreich für Unternehmen. C'est une plateforme sur Internet qui réunit en son sein plusieurs prestataires de différents domaines pour tous de langue allemande pour apporter aux entreprises un conseil dans le domaine juridique, fiscal, de l'assurance, de la recherche du personnel, du M&A, etc. Moi-même, je m'appelle Emile Epp, je suis le fondateur du cabinet Epp Rechtsanwälte Avocat. Nous travaillons dans le domaine du franco-allemand depuis 26 ans et uniquement dans le domaine du franco-allemand. Donc, nous conseillons les entreprises allemandes, autrichiennes et suisses et leurs filiales françaises dans tous les domaines du droit de l'entreprise français et également les entreprises françaises en droit allemand. Donc, nous ne faisons que du transfrontalier. Avec une équipe bilingue, enfin presque bilingue, et avec des avocats qui ont fait des études des deux côtés du Rhin. Et nous travaillons sur 5 sites. Aujourd'hui, vous me voyez à Paris. Et nous avons été à l'origine de ce projet FFU. Donc, ça nous a tenu à cœur de créer une structure qui permet aux entreprises allemandes de trouver sur un site les partenaires potentiels qu'il leur faut pour réussir leurs affaires en France. Donc, c'est l'idée de la complémentarité qui nous a mené de lancer ce projet. Le site est online depuis uniquement 4 semaines. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous trouvez sous FFU en français, ffu.eu, le site. Et aujourd'hui, sur notre écran, vous voyez le coq qui est en mode écoute ou qui parle. Et si vous allez sur le site Internet, vous allez voir le coq sur la tour Eiffel qui regarde loin vers l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse et qui évidemment parle allemand, même si c'est un coq français. Voilà. Aujourd'hui, je vous présente rapidement les intervenants. Marianne Grange qui commence avec la partie juridique, qui travaille dans notre bureau à Paris et qui est responsable de l'équipe du droit des sociétés et qui parle parfaitement le français et l'allemand. Et après, Gérard Strasser, commissaire aux comptes et expert comptable dans la société Inextenso. Gérard s'occupe depuis 29 ans des sociétés allemandes en France et connaît très bien les PME et les grands groupes. Et nous nous connaissons depuis plus de 20 ans. Donc, ne soyez pas surpris si nous avons un ton un peu convivial de temps en temps. Après, Céline Cogna-Schmidlin, qui représente le cabinet Roederer. Roederer est un intermédiaire d'assurance qui couvre tous les risques avec 300 salariés entre-temps. Le siège social est à Strasbourg. Et Céline
prendra en charge les aspects de l'assurance du gérant. Donc, notre approche aujourd'hui est d'une approche pluridisciplinaire. Nous essayons d'apporter la complémentarité pour vous, donc pour les dirigeants qui nous écoutent, et pour couvrir pas uniquement des aspects juridiques ou fiscaux, mais d'essayer de vous donner une image globale de ce qu'il faudrait prendre en compte dans votre situation. Vous avez évidemment la possibilité de poser des questions. Je vois ces questions devant moi et je les poserai, le cas échéant, pendant le webinaire ou de toute façon à la fin. Donc, c'est ça l'introduction. Nous commençons donc avec les aspects juridiques et nous avons choisi 4 grands sujets: nomination d'un dirigeant, les pouvoirs d'un dirigeant, la révocation d'un dirigeant et la responsabilité d'un dirigeant. Donc, Marianne Grange va commencer avec le sujet de la nomination du dirigeant dans la SARL et dans la SAS. Marianne, à toi la parole. Oui, merci Émile. Oui, donc mon exposé va se limiter au cas des SARL et des SAS puisque ce sont des structures juridiques qui sont les plus utilisées en France aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la nomination d'un dirigeant, dans une SARL, la loi prévoit qu'il faut une décision des associés à la majorité simple. Une particularité dans la SARL, seulement des personnes physiques peuvent être nommées gérants, mais que ce soit des personnes de nationalité française ou étrangère, peu importe. On n'a pas besoin donc de justifier d'un domicile en France pour le gérant d'une SARL. Autre particularité, il faut opérer une distinction entre un gérant majoritaire, donc le gérant qui détient directement ou indirectement plus de 50% des parts sociales de la société, et le gérant minoritaire ou égalitaire qui détient tout au plus 50%, parce que ça a une conséquence au niveau de son statut social. Le dirigeant majoritaire, donc le gérant majoritaire, il est traité comme un travailleur non salarié, et le dirigeant minoritaire ou égalitaire est assimilé à un salarié d'un point de vue sécurité sociale. Mais en aucun cas, ni l'un ni l'autre peuvent bénéficier de l'assurance chômage des salariés. Hein. Donc, même l'égalitaire ou le minoritaire n'y ont pas droit. Dans la SAS, vous avez le président dans un premier temps qui est prévu par la loi. Donc, c'est le président qui est le représentant légal de la société et le gérant, enfin le dirigeant, qui est prévu par la loi. Mais la loi dit également que dans les statuts, vous pouvez prévoir d'autres dirigeants et auxquels vous pouvez conférer les mêmes pouvoirs dont dispose le président. Et ces personnes-là, ces nouveaux dirigeants s'appelleront alors directeur général ou directeur général adjoint. Vous n'avez pas de distinction comme dans la SARL entre un majoritaire ou minoritaire. Donc, le président, personne physique, et le directeur général, tous les deux sont toujours assimilés d'un point de vue sécurité sociale à un salarié, hors toujours assurance chômage. Au niveau de la nomination, de la décision de nomination, les conditions sont fixées dans les statuts. Donc, la loi ne prévoit rien. Vous pouvez librement définir dans les statuts la majorité requise. Et une particularité intéressante dans la SAS par rapport à la SARL est le fait que vous pouvez nommer aussi bien, si vous le prévoyez dans les statuts comme ça, des personnes physiques que des personnes morales. Et donc, ceci permet une configuration intéressante au niveau de la SAS. Vous nommez par exemple comme président une personne morale, donc la société mère ou une autre société du groupe, et en quelque sorte, en dessous, vous avez le directeur général qui est une personne, la personne physique sur place et qui véritablement gère la société au quotidien. Et donc, du coup, vous avez une sorte de hiérarchie, et donc ce qui permet au président, la société mère, de donner des directives ou des instructions au directeur général.
Ensuite, toujours au niveau de la nomination d'un dirigeant, la conclusion d'un contrat de mandat n'est pas impératif, donc ce n'est pas obligatoire, mais c'est assez habituel en pratique parce que il y a pas mal de choses au niveau des modalités de fonctionnement d'un gérant ou d'un président ou directeur général qui ne sont pas du tout prévues dans la loi. Donc le contenu, la rémunération, les éventuels avantages en nature, le droit de souscrire une assurance chômage privée. Donc là, Céline Cognac-Schmidlin va vous en parler plus tard. On peut prévoir une indemnité de révocation, on peut prévoir une obligation de non-concurrence post-contractuelle et tout un tas d'autres choses. Donc, peut-être une précision pour l'obligation de non-concurrence post-contractuelle. Dans le cadre de la gérance, on n'a pas l'obligation de la rémunérer. Donc, autrement que dans le contrat de travail, un gérant peut avoir une obligation de non-concurrence post-contractuelle sans toucher une indemnité. Alors, il y a une particularité à laquelle il convient de faire attention lorsqu'on nomme un salarié en qualité de dirigeant, donc qui est un salarié qui est déjà dans la société et qui va être nommé dirigeant. Dans cette hypothèse, il convient de régler le sort du contrat de travail. Donc, il faut y réfléchir. Est-ce qu'on le résilie, on y met fin et donc la personne reste seulement dirigeant, donc mandataire social? Est-ce qu'on fait une simple suspension du contrat de travail? Donc, le contrat reprend vie au moment où le mandat social s'arrête? Ou alors, est-ce qu'on opte pour un cumul entre la fonction de dirigeant et donc l'exécution, enfin le statut de salarié? Donc, ça veut dire que les deux sont exécutés en même temps. Les conditions pour la reconnaissance de la validité d'un contrat de travail qui se cumule avec un mandat social sont les suivantes. Il faut une fonction technique donc, qui est exercée au niveau du contrat de travail qui est bien distinct du mandat social, style responsable du personnel, responsable marketing, directeur des finances, etc. Il faut une rémunération séparée, une rémunération séparée donc entre la rémunération éventuelle en qualité de mandataire social et le salaire pour le contrat de travail. Et il faut que le dirigeant se trouve dans un lien de subordination. En quelque sorte, il est dans sa société, il est en même temps salarié et mandataire social, mais il faut quand même prouver qu'il y a un certain lien de subordination. Donc, il faut qu'il y ait des limitations de pouvoir, il faut qu'il y ait une subordination, par exemple, par rapport à une autre personne du groupe, un autre dirigeant du groupe, du type aussi des obligations de reporting et ce genre de choses. Donc, ça, ce critère-là, il est très important, notamment lorsque on fait une demande auprès de Pôle emploi pour savoir si oui ou non, en clair, en cas de séparation avec le dirigeant, en cas de licenciement, le cumul sera reconnu. Et c'est surtout le lien de subordination que Pôle emploi vraiment vérifie. Et si, alors, Pôle emploi, quand on a fait ce rescrit, si Pôle emploi répond par l'affirmative, cette réponse sera opposable à Pôle emploi encore des années après, sous réserve, bien entendu, que les circonstances qu'on a décrites dans le rescrit, enfin, dans la demande à Pôle emploi, n'ont pas changé. Donc, je répète encore une fois rapidement, si un dirigeant veut bénéficier d'un contrat de travail avec tout ce que ça comporte, il faut donc fonction distincte, deux fiches de paie différentes et le lien de subordination, ce qui est le point neuralgique, mais qui peut exister par rapport à une autre société du groupe dans le cadre des fonctions du contrat de travail, exercées dans le cadre du contrat de travail. Voilà. Maintenant, concernant les pouvoirs d'un dirigeant, là, une première chose importante pour vous qui connaissez probablement le droit allemand notamment, en France, en droit français, les associés n'ont pas le droit de donner des instructions aux dirigeants. Donc, il n'y a pas de Weisungsrecht comme vous le connaissez notamment en Allemagne.
Par ailleurs, donc, les dirigeants, les mandataires sociaux ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société à l'égard des tiers. Et chacun a un droit individuel de représentation. Donc, chaque gérant, le président, le directeur général, si c'est prévu comme ça dans les statuts, chacun peut agir à l'égard des tiers, toujours et en tout état de cause individuellement. Dans les relations internes, en revanche, il y a possibilité de délimiter les pouvoirs. Donc, vous pouvez instaurer un règlement interne, vous pouvez instaurer une signature conjointe, un catalogue d'affaires soumis à autorisation, mais sachez que ce genre de délimitation n'est valable qu'en interne. Donc, à l'égard des tiers, non, ça ne sera pas non plus inscrit au registre du commerce. Et bien évidemment, dans ce cas de figure, il faut toujours faire attention un peu à ne pas devenir dirigeant de fait. Donc, si en tant qu'associé, vous devez autoriser tel et tel et tel acte de votre dirigeant, faites attention de ne pas tomber dans le piège de la direction de fait. Par ailleurs, également une question qui est souvent posée, en droit français, nous ne connaissons pas ce que vous connaissez en Allemagne, à savoir la procura, donc la possibilité de déléguer tous les pouvoirs de direction à une personne. Donc, ce n'est pas possible en France. En droit français, vous pouvez déléguer de façon ponctuelle, enfin de façon spécifique, certains pouvoirs. Le classique, le responsable du personnel dispose d'une délégation de pouvoir pour tout ce qui touche au personnel. Et si la personne du délégataire, donc de celui qui reçoit une telle délégation de pouvoir, remplit certains critères, à savoir c'est une personne qui a les compétences nécessaires, qui dispose des moyens matériels et aussi en termes de pouvoir hiérarchique nécessaires pour correctement exécuter cette délégation de pouvoir, il y a même un transfert de la responsabilité pénale qui peut s'opérer du chef d'entreprise vers la personne qui a reçu une telle délégation de pouvoir. J'insiste encore une fois sur la différence avec le droit allemand concernant donc la fonction du dirigeant. On a dans la GmbH, donc la société à responsabilité de droit allemand, les associés peuvent donner des ordres aux dirigeants, c'est Weisungsrecht. Donc, on a le droit de dire, mais faites ceci et faites cela. En France, ce n'est pas possible. C'est pour cela, d'ailleurs, de temps en temps, on choisit dans la création de la société, la SAS, parce que ça permet de donner la présidence de la SAS à quelqu'un qui est en Allemagne ou à la société allemande et de donner la tâche de directeur général à la personne opérationnelle en France. Voilà. Ensuite, un thème un peu moins sympathique, c'est la révocation d'un dirigeant. En ce qui concerne la SARL, donc la loi prévoit que vous pouvez révoquer à tout moment par une décision des associés, toujours à la majorité simple. Mais dans la SARL, si la SARL ne veut pas s'exposer à de devoir payer des dommages et intérêts, il faut prouver un juste motif de révocation. Ce juste motif, il n'est pas du tout défini par la loi, c'est la jurisprudence qui en a défini les contours. Vous avez évidemment pléthore de décisions, je vous en cite juste, je vous en nomme juste quelques-uns. Donc en fait, il y a la faute de gestion qui est le classique pour un juste motif. Là encore, la faute de gestion, elle n'est pas du tout définie par la loi, mais par la jurisprudence. Là également, pléthore de décisions. Vous avez par exemple le manquement à l'obligation de loyauté du dirigeant. Vous avez le défaut de consultation des associés lorsqu'une telle consultation a été obligatoire. Des investissements manifestement excessifs, une rémunération abusive que le dirigeant a pu s'octroyer et ainsi de suite. Vous avez d'autres cas comme par exemple l'abus de biens sociaux, la violation des statuts, la violation de la loi, enfin toutes sortes de fautes, de comportements fautifs qu'on peut reprocher aux dirigeants. Mais il n'y a pas que la notion de faute qui permet de justifier d'un juste motif. Il y a aussi la mésentente grave entre le dirigeant, le gérant et les associés, donc qui mène à une perte de confiance et qui rend le fonctionnement normal de la SARL difficile, voire impossible.
c'est aussi un cas qui peut être reconnu, donc toujours dépendant des circonstances. Ce qu'il faut savoir, quand les tribunaux apprécient la validité d'un juste motif, en fait, le juge va regarder l'intérêt social de la SARL. Donc, c'est cet intérêt qui prime. Il faut prouver que le dirigeant a agi à l'encontre de l'intérêt social de la SARL. Les intérêts du groupe peuvent être pris en compte, hein, donc, bon, mais devront en tout état de cause concorder quelque part avec, se rejoindre avec les intérêts de la SARL. En ce qui concerne la révocation d'un dirigeant de SAS, alors c'est en théorie, ou tout au moins, enfin c'est plus simple parce que la loi, elle ne prévoit rien. Elle laisse la liberté au statut de fixer les modalités et en fait, les statuts de SAS prévoient en général la possibilité également de révoquer à tout moment, moyennant une décision des associés avec une majorité à définir et sans nécessité d'un motif particulier. Dans les deux cas, que ce soit une SARL ou une SAS, il faut en revanche toujours respecter une certaine procédure. Là aussi, c'est une procédure qui a été élaborée par les tribunaux, donc c'est pas du tout dans la loi, mais au fur et à mesure de la jurisprudence. Il convient donc de donner d'une part aux dirigeants la possibilité de préalablement à la décision définitive de le révoquer, de lui donner la possibilité de s'exprimer sur les motifs qui motivent sa révocation. En fait, ce qu'on appelle en termes juridiques, il faut respecter le principe du contradictoire. Et par ailleurs, il faut faire attention à ne pas entourer la révocation de circonstances injurieuses ou vexatoires pour le dirigeant. Voilà. Dernier point, la responsabilité d'un dirigeant. Donc, vous avez plusieurs cas de figure, là encore. Vous avez d'une part la responsabilité civile à l'égard de la société et des associés, différents types de fondements de cette responsabilité, la fameuse faute de gestion dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, la violation d'obligations légales ou réglementaires qui sont applicables à la société, la violation des statuts, violation d'un règlement interne, voilà, toute une série de causes. Et là, petite remarque en aparté, donc si vous avez plusieurs dirigeants, le principe pour les SARL et les SAS est que normalement, il n'y a pas de solidarité entre les dirigeants. Donc, chacun est responsable de son comportement, hein, parce qu'en fait, on n'a pas d'organe collégial de direction, comme par exemple dans une SA directoire, hein, ou le directoire où il y a une responsabilité solidaire, puisque c'est un organe collégial. Ici, chacun pour soi. Ensuite, il y a en théorie tout au moins, la possibilité de mettre en cause la responsabilité du dirigeant à l'égard des tiers en cas de ce qu'on appelle une faute séparable de la fonction de dirigeant d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, donc des fonctions du dirigeant. Je vous donne juste un exemple. Le dirigeant a volontairement trompé un fournisseur sur la solvabilité de sa propre société. Il faut savoir que cette responsabilité-là, donc à l'égard des tiers, est assez théorique. Cette responsabilité civile est assez théorique. Elle entre en ligne de compte, en revanche, assez souvent en cas de procédure collective, donc de redressement ou surtout de liquidation judiciaire, mais je vous en parlerai dans 2 minutes. Ensuite, on a la responsabilité pénale. Donc là aussi, bon, je ne peux pas vous énumérer tout, mais vous avez abus de biens sociaux, distribution de dividendes fictifs, omission d'établir des comptes qui ne reflètent pas une image fidèle de la société, et ainsi de suite. Cette responsabilité pénale du dirigeant entre dans la pratique, tout au moins assez souvent en ligne de compte, en matière de droit du travail. Donc, lorsqu'il y a violation de l'obligation de garantir la sécurité des salariés, donc leur santé, donc cas typique, un accident de travail, hein, ou on recherche éventuellement à mettre en cause le chef d'entreprise, donc le dirigeant. Et vous avez le fameux délit d'entrave. Donc, en fait, quand vous empêchez, quand le dirigeant empêche les instances représentatives du personnel d'exercer leur mission. Donc, pour peut-être un petit mot, délit d'entrave, etc., notamment dans le cadre des procédures de licenciement, il faut faire attention de respecter les droits des organes
de la société et des organismes qui représentent les salariés. Et encore un mot pour l'abus de biens sociaux, parce qu'en France, c'est très pénalisé. Et le simple fait qu'une femme de ménage fait le ménage une fois à la maison du dirigeant pourrait être considéré comme un abus de biens sociaux avec des conséquences pénales. En Allemagne, c'est pas du tout la même chose. C'est quelque chose qui se traite au niveau fiscal, à ce niveau-là, mais ce n'est pas la même rigidité pénale. Juste pour info. D'accord. Oui, alors, bon, par ailleurs, il y a le Code général des impôts et le Code de la sécurité sociale qui comportent également des dispositions qui permettent de mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant dans certaines conditions. Hein. Il y a toujours des conditions qui sont stipulées, qui sont fixées dans ces dispositions-là. Deux remarques générales. Bon, la première, c'est en matière de SAS. Il faut juste avoir en tête que si le dirigeant est une personne morale, la loi prévoit que les représentants légaux de la personne morale doivent assumer la même responsabilité comme si elles étaient elles-mêmes président ou directeur général. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Et par ailleurs, il y a quand même la possibilité de souscrire une assurance pour la responsabilité civile d'un dirigeant, donc la fameuse DNO que vous connaissez certainement, et dont Céline Cogna, de Roederer va parler un peu plus tard, de façon plus détaillée. Le dernier point en matière de responsabilité du dirigeant, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est la responsabilité en cas de liquidation judiciaire ou de redressement, mais elle est surtout dans la pratique mise en cause en cas de liquidation judiciaire. Vous avez là aussi deux volets, le volet civil, et là, en fait, le cas le plus fréquent, c'est une action que le liquidateur judiciaire engage à l'encontre du dirigeant qui a commis une faute de gestion, pour insuffisance d'actifs. Hein. Donc, dans ce cas, en fait, le dirigeant peut être amené à supporter tout ou partie du passif de la société. Par ailleurs, il y a un volet pénal aussi, et là, en fait, le cas le plus fréquent en pratique, c'est la banqueroute. Donc, c'est la loi qui prévoit ça. Il y a possibilité d'être condamné donc personnellement pour banqueroute lorsque le dirigeant a détourné ou dissimulé des actifs de la société, lorsqu'il a établi une comptabilité fictive ou aucune comptabilité du tout, ou une comptabilité manifestement excessive, incomplète, etc. Il y a d'autres cas qui sont énumérés dans la loi. Voilà. Donc. Merci Marianne. J'ajoute encore quelque chose parce que ce point me semble important. Responsabilité en cas de liquidation judiciaire. La première information. Même si vous avez un redressement judiciaire, et par exemple, le fonds de commerce est vendu, vous avez toujours une liquidation judiciaire derrière parce qu'il y a toujours une partie de l'entreprise qui sera liquidée. Donc, cette responsabilité en cas de redressement judiciaire est toujours une responsabilité qui peut arriver potentiellement. Et qu'est-ce qui se passe en général dans les procédures collectives? Il y a un associé allemand qui dit la France ne marche pas, il faut qu'en ferme, on décide d'entamer une procédure de redressement judiciaire, donc suivie par la liquidation à un moment donné. Et on décide avant, oui, mais on a une machine qui est en France, on pourrait produire en Slovaquie, on prend la machine et on la transfère. Donc, dans ce genre de procédure, vous avez généralement à la fin le liquidateur judiciaire qui va chercher la responsabilité du dirigeant de la filiale française parce qu'il va se dire oui, mais il n'a pas agi dans l'intérêt de la société en France. Même si le dirigeant est aussi bien dirigeant en Allemagne qu'en France et il néglige les intérêts de la société purement française, c'est ça la vision, la responsabilité sera
recherchés. Et ce sont des cas qui arrivent très très souvent. Également, dans le cas où on transfère la clientèle, par exemple, il est décidé que la filiale française sera fermée et les clients seront traités dans l'avenir par la société mère en Allemagne. Donc, vous avez, à ce moment, vous transférez une partie, un fonds de commerce vers l'Allemagne, et si ce fonds n'est pas rémunéré, c'est également une raison pour laquelle on peut rechercher la responsabilité du dirigeant français. Donc, c'est ce cas-là où le tiers, si vous voulez, peut, dans la pratique, mettre en cause la responsabilité du dirigeant. Et ce qui est important aussi, c'est dans le cadre des redressements et d'équitation judiciaire, c'est les tribunaux français qui sont compétents. Donc, on ne pourra pas dire non, mais ça doit se passer ailleurs. Voilà, donc, petit détail. Merci Marianne pour ces explications claires et rapides. Et nous allons passer à notre prochain sujet. Rebonjour Gérard. Donc, 3 sujets pour Gérard Strasser, la procédure d'alerte du commissaire aux comptes, la perte de la moitié du capital et la piste d'audit fiable, la PAF. Donc, les 2 premières, c'est typiquement le travail du commissaire aux comptes qu'on connaît assez bien généralement, mais le 3e sujet devient plus important dans la pratique du quotidien. Et donc, Gérard, je te laisse la parole. D'abord, merci Émile, bonjour à tous. Donc effectivement, 3 sujets abordés qui ne sont pas des sujets très marrants, puisque les 2 premiers sont effectivement du ressort plutôt du commissaire aux comptes, mais qui signifie que la société est peut-être dans une mauvaise situation financière. Et puis la 3e aussi est un vrai sujet, mais un sujet pas très agréable parce que ce sont de nouvelles contraintes fiscales qui tombent sur l'entreprise et donc sur son dirigeant. Donc la procédure d'alerte, c'est un texte relativement ancien parce qu'elle a été introduite par une loi de 84. Donc le but, c'est de faire participer le commissaire aux comptes à la prévention des difficultés d'entreprise. Donc on lui assigne un rôle et aussi une obligation, parce que le commissaire aux comptes, il est aussi responsable civilement et pénalement s'il n'a pas été bon dans son job. Donc ça permet d'attirer l'attention du dirigeant et dans une deuxième phase des associés, donc des Allemands souvent dans notre cas, pour qu'ils puissent bien faire le tour du problème et envisager de mettre en route les correctifs pour assurer la continuité de la société. Donc, quelques exemples qui sont pas exhaustifs, mais quelques exemples qui seraient de nature à compromettre la continuité. La plus commune et la plus simple, c'est des problèmes financiers, donc des capitaux propres négatifs, on y arrive tout à l'heure, des banques qui auraient retiré des lignes de crédit, un client important qui aurait déposé le bilan, ou des réductions d'encours fournisseurs par les assureurs crédits. Donc tout ça, des problèmes financiers, l'exploitation, parce qu'on aurait perdu des marchés ou des ruptures d'approvisionnement. La période Covid, par exemple, pourrait avoir amené ce genre de problématiques. Ensuite, des problèmes sociaux graves ou des problèmes judiciaires, donc un procès perdu, ou alors, parfois là aussi, dans notre domaine franco-allemand, des problèmes de gouvernance ou de conflits entre associés, un Français, un Allemand, qui aboutiraient à des blocages des organes de direction ou qui pourraient aussi aboutir au retrait du financement d'un des associés. Donc, le processus, rapidement, donc le commissaire aux comptes écrit au dirigeant, en LRAR quand même, pour marquer le coup, son analyse de la situation. Le dirigeant a 15 jours pour répondre, et à l'issue du 15 jours, qu'il y ait réponse ou pas, et ça c'est très important,
le CAC informe également le président du tribunal de commerce ou tribunal judiciaire ici à Strasbourg. Donc, en cas de réponse insuffisante ou en cas de non-réponse, il y a une deuxième phase qui s'enclenche, à savoir que le commissaire aux comptes demande aux dirigeants de convoquer une assemblée générale des associés ou de convoquer l'associé unique et pour lui présenter un rapport spécial sur la situation. Donc, au plus tard à ce stade, hein, si le dirigeant n'a pas été transparent avant, au plus tard à ce stade, les associés ont la situation telle que l'aperçoit le commissaire aux comptes. Évidemment, le CAC arrête sa procédure à tout moment dès qu'il se sent satisfait de sa réponse. Et puis peut-être aussi un petit vécu sur le sujet vis-à-vis de la réaction des tribunaux. Il y a des tribunaux, à l'impression, qui classent le courrier. Surtout peut-être maintenant, ils sont peut-être un peu submergés par ces sujets-là en période de Covid, mais aussi des tribunaux comme celui de Nancy, hein, que j'ai en tête, qui lui, systématiquement, il convoque le commissaire aux comptes et le client et le dirigeant, quoi, pour avoir des infos sur la situation en vue d'aider et permettre à l'entreprise de poursuivre son exploitation. Donc, et quand on dit aider, ça peut se traduire par éventuellement et malheureusement le passage en sauvegarde ou en redressement, hein, même si ça a un mérite, ça veut dire que ça bloque le passif, ou alors un mandat ad hoc lorsque le problème il est très concentré sur l'un ou l'autre créancier et notamment des créanciers bancaires. Gérard, tu veux peut-être encore dire un mot sur l'ambiance en général quand les gens sont convoqués devant le tribunal de commerce? Il y a deux sujets. Il y a en amont où quand le commissaire aux comptes écrit, ou évidemment, quand le commissaire aux comptes il fait bien son boulot, il dit avant au client qu'il écrit. Donc, c'est jamais forcément bien vécu hein, de se dire mais pourquoi tu m'écris, pourquoi tu me fais ça. Mais c'est premièrement, ça permet quand même de resituer le problème. Et deuxièmement aussi, il y a la responsabilité du commissaire aux comptes sur ces sujets. Et au tribunal, j'y étais maintenant une fois à Nancy, une fois à Strasbourg. Ils essaient quand même d'être proactifs et d'être positifs. C'est-à-dire, on est là pour qu'ils nous aident. Évidemment, quand il n'y a plus rien à sauver, on ne sauvera rien. Mais quand on s'y est pris assez tôt et qu'il y a encore un peu d'actifs dans la boîte, là, il y a quand même une démarche de positive, à mon sens, quoi. Oui, et notamment le mandat ad hoc, donc, où sur demande de l'entreprise, le tribunal nomme une personne, ça peut être un administrateur judiciaire ou quelqu'un d'autre, pour régler un problème particulier, par exemple avec des créanciers, banques, etc. Ça peut être très constructif et éviter le redressement judiciaire. Le mandat ad hoc se passe dans la confidentialité, donc personne n'est informé. Et c'est une manière, dans certaines situations, d'éviter les redressements. Exact. Donc le deuxième point, perte de la moitié du capital, c'est d'ailleurs une des situations qui pourrait aussi amener le commissaire aux comptes à lancer son alerte. Donc la situation est laquelle, c'est-à-dire la société accumule des pertes et faisant que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social. Et dans ce cas, une procédure particulière doit être mise en œuvre par la société. Hein, elle doit convoquer une assemblée générale extraordinaire qui doit statuer sur l'avenir de la société. Hein, je m'arrête ou je poursuis. Cette décision doit être publiée dans un journal d'annonce légale et ensuite elle est mentionnée au CABIS. Donc les questions qu'on me pose surtout sur notre domaine franco-allemand, c'est quels sont les capitaux propres à prendre en compte. Ici, chez nous, la question paraît bizarre parce que les capitaux propres sont chez nous tout simplement ceux qui sont actés comme capitaux propres au passif du bilan. En Allemagne, c'est un peu différent. Donc, on pose toujours la question, est-ce qu'un compte courant ou un emprunt groupe, et notamment un emprunt groupe qui aurait une échéance assez lointaine, pourrait être inclus dans les capitaux propres? La réponse est non. Et est-ce qu'on peut faire aussi ce qu'on appelle en allemand un Rangsrücktritt, c'est-à-dire que le groupe déclare qu'il place sa créance tout au bout de tous les autres créanciers? Cela n'a pas d'effet non plus
sur la lecture des capitaux propres qui se limite vraiment strictement aux capitaux propres tels qu'ils apparaissent au bilan. Donc effectivement, en Allemagne, il existe ce qu'on appelle Eigenkapital ersetzendes Darlehen, donc un prêt qui remplace les capitaux propres et qui est considéré comme étant du capital parce que c'est une société du groupe qui donne le prêt dans une situation où une banque ne serait pas intervenue. Et là, il faut effectivement expliquer aux Allemands que ça n'existe pas et une dette est une dette. Et voilà. Oui, exact. Donc la procédure, rapidement, c'est que au plus tard 4 mois après l'AG qui constate la perte, donc justement cette AGE doit être convoquée, où on doit se prononcer sur la dissolution ou la poursuite d'activité, ce qui est quand même le plus souvent le cas. Donc la publicité, on l'a déjà dit, journal d'annonce légale, plus CABIS, et on peut rappeler que cette disposition est évidemment instituée dans le but de protéger les créanciers qui ont donc cette info-là qu'il se passe quelque chose dans la société. Donc la régularisation, 2 questions, quand et comment? Quand, c'est assez clair, c'est la 2e année qui suit la date à laquelle on a fait cette AG de continuation. Donc un exemple, si la situation survenait au bilan du 31 décembre 2020, on devrait acter la continuité avant le 31 octobre 2021, donc 6 mois d'AGO plus les 4 mois éventuels, donc 31-10, et ensuite on a l'exercice en cours plus 2 années, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2023 pour corriger cette situation. Donc la corriger comment? Le plus simple et le plus vertueux, c'est en réalisant des bénéfices suffisants pour permettre de rétablir des capitaux propres, donc à minima supérieurs au capital, mais on peut aussi, bien évidemment, procéder à une réduction de capital qu'on imputerait sur les pertes ainsi constatées, ou alors une augmentation de capital pour aussi solutionner le problème. On peut aussi, ça arrive quand même assez souvent, combiner les deux, une réduction associée à une augmentation de capital. Qu'on appelle le coup d'accordéon. Voilà. Exactement, ouais. Un peu de musique sur ce sujet un peu triste. Ensuite, une recommandation quand même majeure sur ce plan-là, on vient de voir que du fait de sa publicité, l'opération est connue, donc les difficultés de l'entreprise sont connues, aussi bien par les clients, les fournisseurs, les banques, les assureurs crédits et des contacts d'affaires éventuels. Donc là, la recommandation, elle est quand même très très claire, c'est qu'il faut absolument, peut-être encore maintenant ou plus tard, anticiper le sujet et faire en sorte qu'en discutant avec votre groupe, qu'à travers une augmentation, un abonnement de créance ou par rapport à des opérations sur le capital telles qu'on les a évoquées, on arrive tout simplement à ne pas aboutir à cette situation de perte à la clôture. Donc il y a encore un peu de pilotage possible, mais il faut se dépêcher avant le 31 décembre. Donc, dernier sujet, la piste d'audit fiable, PAF, c'est un sujet qui est d'actualité. Oui, c'est un sujet, vous êtes tous un peu battus, je pense, avec parfois la documentation des prix de transfert ou avec le FEC, le fichier des écritures comptables. C'est des sujets qui maintenant sont à peu près maîtrisés, même si le FEC notamment mérite une revue chaque année, notamment si vous êtes sous SAP, où il est toujours un peu problématique ce FEC, mais bien se rajouter à ça la piste d'audit fiable, donc la PAF. Donc, en quoi ça consiste? Comme a dit Émile, c'est un texte déjà un peu ancien puisqu'il date de 2013, mais il prend toute sa portée là depuis on va dire 1 an, 2 ans. Donc, depuis ce texte de 2013, les émetteurs et récepteurs de factures doivent pouvoir assurer l'authenticité de l'origine de la facture, l'intégrité du contenu et sa lisibilité. Donc que cette facture soit papier ou électronique, et sur toute la durée de vie de cette facture, c'est-à-dire de son émission tout au bout de la chaîne, à la fin de sa période légale de conservation et donc d'archivage. Alors comment on peut le faire? Il y a en fait deux systèmes qui cohabitent, sachant que côté droit,
c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Ben, si toutes vos factures sont émises par des recours à des signatures électroniques, on va dire autorisées, ou par l'EDI. Hein. L'EDI, pour ceux qui ne savent pas, c'est des envois de pièces comptables, donc de factures dans un langage crypté. Donc, il faut être équipé d'EDI aussi bien chez l'émetteur que chez le récepteur. Je donne toujours l'exemple de Auchan, hein, ça m'a marqué dans ma jeunesse. Auchan, je pense que ça fait 20 ans hein, qu'ils veulent uniquement des factures émises en langage crypté, donc en EDI. Donc ça, c'est la partie un peu électronique. Et sinon, ben, il faut, pour que les contrôles soient fiables, il faut justement mettre en place cette piste d'audit fiable. Donc, c'est-à-dire, c'est de garantir le lien entre la facture et la livraison de biens, ou alors la livraison de services, entre guillemets, qui est afférente à cette facture. Donc, on répète les garanties à fournir. Il faut qu'on puisse prouver que ben, la facture, elle est authentique. Hein, donc, pouvoir assurer l'identité du fournisseur. Ensuite, qu'il y a une intégrité de la facture, c'est-à-dire qu'il faut la conserver dans sa forme et aussi dans son contenu originel, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen sur la durée de vie de gratter la facture et d'en modifier des composantes. Et finalement, cette facture doit être lisible à tout moment par l'utilisateur et par l'administration en cas de contrôle. Donc, c'est uniquement si on garantit ces 3 points-là qu'on peut se dire qu'on a une piste d'audit fiable. Là, juste un petit schéma hein, qui montre bien que la piste d'audit fiable, c'est pas que de la comptabilité, mais c'est vraiment un contrôle ou un processus qui doit être décrit, documenté, expliqué et archivé du début donc de la commande jusqu'au paiement de la facture. L'organisation des contrôles donc dans l'entreprise, hein, on a dit l'entreprise doit décrire le processus, mais doit aussi mettre en place un certain nombre de contrôles à travers lequel elle montre qu'elle a bien testé le processus qu'elle décrit. Donc, on va dire dans les TPE, on peut se contenter sûrement d'une comparaison manuelle, hein, ce que tout le monde fait à peu près. Je prends ma facture, je la coche avec le BL et le bon de commande et je classe ça dans un joli classeur. Ensuite, plus la société prend en taille, plus il faudra une documentation de la piste d'audit fiable et des tests qu'on va mettre en œuvre. Donc là, les différents contrôles, hein, il y a quelques exemples. Bah, il faut contrôler que les données relatives à la facture sont complètes et exactes et qu'elles n'ont pas été modifiées, qu'elle est adressée à la bonne personne par la bonne personne, que les mentions obligatoires figurent, ça aussi c'est important, que ça correspond vraiment à un service rendu et que les opérations sont traitées dans le respect de la législation en vigueur, etc., etc. Donc quand même quelques validations à faire. Donc ici un petit schéma qui résume un peu le cycle, c'est-à-dire donc je rédige et je mets à jour ma documentation hein, concernant cette PAF. Ensuite, je dois mettre en route des contrôles pour m'assurer de sa fiabilité. Hein, donc, j'évalue ça par donc les sondages, je les évalue. Est-ce que j'ai des erreurs? Si j'en ai, bah, il faut que je mette en place des correctifs. Et ensuite, tout ça, chaque année, hein, je dois l'archiver pour que ce soit disponible en cas de contrôle fiscal. Donc, évidemment, comme toujours, l'administration peut tout demander. Donc, dans le cadre de ces droits de contrôle, d'enquête et de communication, l'administration veut et peut s'assurer du respect de ces principes, donc principes de piste d'audit fiable. Peut-être le slide le moins marrant de tous, hein, sont les risques et les sanctions. Le gros sujet, c'est comme toujours, pour que la TVA soit déductible, il faut que la facture soit un original. Et cette facture, ce côté original de la facture, bah, si on est notamment dans des factures papier ou dans de l'électronique non signée ou dans de l'EDI, bah, dans ce cas-là, il faut maintenant absolument
que ce soit adossé à une piste d'audit fiable pour qu'on puisse prouver que forcément la facture est originale, parce que mon processus ne permet pas que ce soit autrement. Et la grande sanction depuis la nuit des temps, si on n'a pas un original, hein, si vous avez perdu un original papier, que vous avez mis une photocopie dans votre compta, ben le contrôleur va s'attacher à vous rejeter la déductibilité de la TVA que les fournisseurs vous ont facturé. Ça peut quand même être des gros sujets. Donc, il dit, voilà, ben, t'as pas d'originaux, tu m'assures pas que c'est des originaux, donc je rejette ta TVA déductible. Et à l'autre bout aussi, évidemment, s'il considère que la piste n'est pas assez fiable en matière de TVA collectée, donc sur nos ventes, ben, ça peut aussi aboutir à une majoration de la TVA collectée. Et puis, troisième et dernier point, bon, que je n'ai jamais vu pratiquer, mais il pourrait aussi considérer qu'en l'absence de PAF, votre compta n'est pas régulière. Et dans ce cas-là, ben, il y a une imposition d'office avec des fortes pénalités. Ça veut dire quoi, imposition d'office? Ça veut dire que c'est le contrôleur, sur base de votre chiffre d'affaires, sur base de votre secteur d'activité, qui se permet de définir le bénéfice à imposer. Donc là-dessus, vraiment, le gros résumé, le gros conseil, c'est de se dire, il faut vraiment travailler et réfléchir à cette piste d'audit fiable, qui en plus a quand même un tout petit côté vertueux, ce qui permet de repenser un peu au processus en œuvre et en vigueur dans la société. Et surtout, ce piste d'audit fiable, elle peut être réclamée en cas de contrôle par le contrôleur dès le premier rendez-vous. Donc, il vous demande le FEC, il vous demande la piste d'audit fiable. Et donc, on a déjà une certaine fragilité. Émile l'expliquait l'autre fois, c'est que même s'il n'utilise pas la PAF en tant que telle, il peut l'utiliser un peu en moyen de pression sur d'autres contrôles où il dit attention sur ce point-là, pense bien, tu n'as pas la PAF, donc j'ai un petit moyen de pression. Donc, il faut vraiment réfléchir. Et une PAF, ça se met pas en route en 3 jours, ça se met plutôt en route en quelques semaines. Donc, il faut vraiment y penser, en échanger avec vos maisons mères. Hein, quand j'ai des directeurs fiscaux en ligne de groupes allemands, évidemment, ils veulent que ça se mette en route. Donc, il faut y penser, mais il faut dégager les temps pour les faire et aussi les budgets pour le faire. Donc, voilà sur ce sujet pas très sympathique, mais très actuel. Gérard, encore une petite précision. On avait quand même les deux grands volets d'un côté. Donc, on vérifie manuellement, si tu veux, de façon artisanale. Et de l'autre côté, on a le EDI et la signature électronique. Où est-ce qu'on place une facture qui vient, par exemple, signée, qui arrive par PDF? J'allais dire, la réponse est un peu dans la question. Si c'est un simple PDF qui arrive, qui ne fait pas l'objet d'une signature électronique, on passe sur le côté gauche du schéma. C'est-à-dire, ça nécessite quand même une PAF, comme si c'était une facture manuelle, quoi, papier. Et ce n'est que lorsque tu as une signature électronique agréée ou EDI, mais EDI, il ne faut pas se leurrer. EDI, je ne sais pas quel est le pourcentage de boîtes qui bossent en EDI, mais très peu. Donc, ça veut dire qu'on sera quand même beaucoup plus du côté manuel et du côté PAF. Et quand bien même on serait en EDI sur toutes nos factures de vente, il y aurait quand même toutes nos factures d'achat où nous, on ne peut pas imposer le EDI qui rentrerait éventuellement en papier. Donc, il peut y avoir aussi un mixte sur le sujet, mais en tout cas, des gens qui n'ont besoin d'aucune PAF, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, il faut vraiment s'y mettre. Oui, mais il y a quand même un processus qui est en route vers cette signature électronique d'une manière ou autre, parce que beaucoup de sociétés veulent traiter de façon informatique dans la comptabilité les données, donc au moins à manipuler manuellement si la facture a un certain format. Oui. Voilà. Donc. Merci Gérard. Nous avons 11h54. Donc, si vous décalez, messieurs, dames, votre pause déjeuner de 5 à 7 minutes, on y arrivera. Céline, à vous. Oui. Sur les aspects assurantiels, donc responsabilité du dirigeant, perte des revenus du dirigeant et pérennité de l'entreprise.
Oui, tout à fait. Donc, le premier sujet que je souhaitais évoquer avec vous, c'était comment couvrir la responsabilité personnelle du dirigeant, puisque, comme on a déjà pu l'évoquer, le dirigeant est titulaire par l'effet de la loi d'un pouvoir de gestion, de direction, de contrôle et de représentation de l'entreprise. Il peut être en tant que tel dirigeant de fait ou dirigeant de droit. Les deux fonctions assument tous les jours des décisions lourdes de conséquences quant à la responsabilité. Les dirigeants de droit sont ceux qui exercent des fonctions de dirigeant selon la loi ou les statuts de l'entreprise, par exemple un président ou un directeur général, quand le dirigeant de fait, c'est une personne physique salariée qui exerce une fonction de direction, de gestion, de supervision, avec ou sans mandat ou délégation de pouvoir. Et dans ce cadre-là, il pourrait voir sa responsabilité personnelle qui serait engagée s'il devait y avoir une faute professionnelle de retenue un jour. Et aujourd'hui, il faut le dire, il n'est pas rare de voir des actions qui sont émises à l'encontre des dirigeants de la part de tiers comme des actionnaires, des associés, des employés, des partenaires sociaux ou des créanciers. Le monde de l'assurance a depuis longtemps mis en œuvre des contrats qu'on appelle responsabilité civile et dont toutes vos sociétés, je n'en doute pas, bénéficient aujourd'hui. Souvent, les dirigeants pensent que ce type de couverture suffit à les protéger personnellement des actions que les tiers pourraient engager à leur encontre. Sauf que cette conclusion est fausse. L'assurance responsabilité civile qu'on appelle RC Exploitation, elle veille à assurer l'entreprise pour les dommages corporels, matériels et immatériels qui sont causés à un tiers du fait de l'activité de la société. Mais ces garanties ne couvrent pas à titre personnel le dirigeant dans ses actes de gestion. De même, aucune forme juridique, même la SARL en France, ne permet de protéger le dirigeant de droit ou de fait d'une mise en cause en son nom personnel, du fait d'une faute de gestion. Et en cas d'absence de garantie d'assurance, le dirigeant assumera à ses frais sur son patrimoine personnel, tant le paiement des frais de défense de son avocat que les dommages et intérêts qui résulteraient d'une action pour lesquelles il serait reconnu coupable. L'assurance propose donc des solutions que l'on appelle responsabilité civile des mandataires sociaux ou en anglais Directors and Officer Liability, DNO, qui permettent qui est la meilleure solution finalement pour couvrir les risques de responsabilité personnelle du dirigeant personne physique. Cette solution d'assurance, elle peut être souscrite par la personne morale, la société, c'est donc elle qui va régler les primes qui en découlent et elles peuvent être souscrites à travers le monde entier. En France, les assureurs que l'on croise le plus souvent sont des assureurs d'origine anglo-saxonne et cette garantie peut être souscrite par une maison mère pour le compte de ses dirigeants à travers le monde pour toutes les filiales. Alors ensemble, on va essayer de voir ce que couvre la DNO. D'abord, la qualité qui est assurée au titre de son contrat. Et bien justement, c'est l'ensemble des dirigeants de droit ou de fait qui soient passés, présents ou futurs de la société assurée, ainsi que leurs conjoints, héritiers ou ayants droit en cas de décès de ce dirigeant. Il n'y a aucune liste nominative sur ce type de contrat, c'est-à-dire qu'en fait, à l'entrée en fonction, le dirigeant est automatiquement couvert. Donc, vous aurez une couverture pour le directeur administratif et financier, le directeur juridique, le responsable conformité, etc. La personne morale est aussi de temps en temps, mais dans des cas très limités, couverte, par exemple, en cas de faute non séparable, comme a pu l'indiquer Marianne. Qu'est-ce que couvre exactement ce contrat? Alors, les garanties principales et qui sont les plus intéressantes pour les dirigeants, ce sont les frais de défense, c'est-à-dire les frais que vous allez avoir pour prendre un avocat, tant pour les procédures civiles, pénales ou devant une autorité administrative. Il y a également une responsabilité qui sera tout ce qui est dommages et intérêts aux civils qui seront pris en charge par ce contrat d'assurance. Les garanties accessoires sont, par exemple, on peut le croiser dans les contrats, des soutiens psychologiques, des frais de consultant ou des frais de constitution de caution pénale. En principe, il n'y a pas de franchise pour les dirigeants personnes physiques. Si je devais vous donner quelques exemples de prise en charge, d'actions qui seraient menées contre les dirigeants actuellement en France, ce serait par exemple des manquements aux obligations qui sont liés à l'hygiène, la sécurité ou l'environnement. On va le croiser très souvent ces derniers temps pour tout ce qui est lié à la crise sanitaire, puisque le contrat RCMS est un contrat qui ne souffre pas d'exclusion à ce titre-là, contrairement à la plupart des contrats d'assurance que l'on croise en France. Ce sera aussi des actions liées au manquement aux obligations de la CNIL, les fautes de gestion comme les insuffisances d'actifs, les abus de biens sociaux, les déclarations tardives de cessation de paiement, tout ce qui est lié au harcèlement moral ou à l'utilisation des réseaux sociaux.
ne seront jamais couvertes les amendes pénales qui ne sont pas assurables en droit français ou la faute intentionnelle. Donc, concernant la conjoncture de ce type de contrat, alors pour souscrire ce genre de contrat pour les sociétés, les assureurs se basent notamment sur la solvabilité de la société souscriptrice. Et dans le contexte actuel que nous connaissons d'un point de vue économique, il est parfois difficile, il faut être clair, de trouver un assureur pour une entreprise qui a une note financière dégradée. En plus de ça, contrairement aux dernières années, à un passé plus lointain, en tout cas, les assureurs ont connu des turbulences sur ce type de risque, notamment aux États-Unis, avec toutes les actions qui ont été engagées du fait des harcèlements moraux liés au hashtag MeToo. Donc, il y a eu beaucoup de réclamations chez nos confrères américains. Et en plus de ça, la situation liée au Covid-19 a engendré un certain nombre de sinistres relativement récurrents, dès lors que les dirigeants n'ont pas respecté l'obligation de résultat d'assurer toutes les mesures d'hygiène nécessaires au maintien de l'état de santé du salarié. Il en va de même pour tout ce qui est lié aux faillites et les recherches en responsabilité personnelle du fait de ces faillites. Donc, en résumé, la couverture de l'assurance D&O couvre donc le préjudice qu'un dirigeant peut causer, dont il peut être responsable, évidemment, ne couvre pas les amendes pénales ou les condamnations devant un tribunal, mais le préjudice ainsi que les frais d'avocat, etc. Oui, c'est tout à fait ça. Perte de revenus du dirigeant, c'est dit. Donc, concernant la couverture des pertes de revenus du dirigeant, les dirigeants non salariés ou mandataires sociaux assimilés salariés sont potentiellement concernés par une perte de revenus liée à une perte d'activité. Que l'on soit artisan, commerçant, PDG, DG, DGD, président, gérant majoritaire d'une SARL, on peut être concerné par la souscription d'une assurance chômage de dirigeant en cas de révocation à ses fonctions, non-renouvellement de mandat, procédure collective, cession, dissolution anticipée ou fusion-absorption, si les revenus issus de ces activités ne sont pas soumis aux cotisations de Pôle emploi. Et divers acteurs du monde de l'assurance se positionnent sur ce marché avec différentes solutions. La plus récente et la plus connue et la plus répandue, c'est celle qui est proposée par la GSC. Donc, cette assurance s'adresse surtout aux dirigeants qui n'ont pas de contrat de travail, donc qui veulent avoir une assurance chômage sans avoir un contrat de travail de la société. C'est ça. Donc, nous pouvons passer au dernier point que je voulais évoquer avec vous, donc sur la pérennité de l'entreprise. Il y a 2 points à évoquer. Tout d'abord, le contrat homme-clé. Alors, l'homme clé, il est défini comme toute personne qui joue un rôle déterminant dans le fonctionnement de l'entreprise et dont la disparition ou l'indisponibilité peut mettre en cause le bon fonctionnement de cette entreprise. Alors, il y a bien entendu chef d'entreprise qui est concerné par cette définition d'homme clé, mais il peut s'agir aussi de tout collaborateur, par exemple commercial, qui réaliserait un fort pourcentage de chiffre d'affaires ou encore un informaticien qui serait responsable d'un programme essentiel au bon fonctionnement de la société. En cas de disparition ou d'indisponibilité de ce type de personnes, les conséquences peuvent être étendues, notamment par exemple une perte d'exploitation ou une baisse brutale de chiffre d'affaires ou des bénéfices. Cette situation peut aussi engendrer des difficultés pour faire face à des engagements financiers ou encore une perte de confiance des partenaires bancaires. Le contrat d'assurance homme-clé, c'est un contrat de prévoyance qui permet de se prémunir contre les conséquences financières d'une absence du dirigeant ou de toute personne clé au bon fonctionnement de l'entreprise. Et il permet d'aider l'entreprise à assurer son indépendance financière pour concourir à sa pérennité. Alors, cette aide, elle va constituer en 2 éléments. Le versement d'indemnités journalières pour faire face au remplacement de l'homme clé absent et aussi, en cas d'invalidité, le versement d'un capital invalidité ou en cas de décès, le versement d'un capital décès. C'est un contrat qui est financé par la société puisqu'elle est bénéficiaire des indemnités en cas de sinistre et son coût varie en fonction des critères comme l'état de santé du chef d'entreprise. Donc, pour pouvoir déterminer un coût de cette solution d'assurance, ce sera une étude au cas par cas. Enfin et en dernier lieu, pour couvrir la pérennité de l'entreprise, il existe aussi des garanties croisées entre associés. Ce contrat, c'est un contrat d'assurance vie cette fois-ci, qui couvre chaque associé d'une société contre sa disparition et qui prévoit le versement d'un capital dans le but de racheter les parts de l'associé défunt pour l'associé survivant.
Donc, les intérêts pour les associés survivants sont de permettre le rachat des parts qui sont dévolues aux héritiers de l'associé défunt grâce au capital perçu par l'assurance et d'éviter que les parts ne soient vendues à un tiers plus offrant. Le pacte d'associés que vous pouvez conclure à la mise en place de la société ne suffit pas dans ce cas pour se prémunir. Juridiquement, certes, les associés peuvent bien prévoir que les nouveaux associés devront être acceptés par eux, mais qui finance exactement ce rachat ? Puisque l'associé qui reste en vie, lui, a déjà sûrement un crédit qu'il doit rembourser tous les mois pour pouvoir faire face à l'achat de ses propres parts. Donc, qui va financer le rachat des parts de l'associé défunt? C'est le but de cette garantie. Donc, les intérêts il y en a également pour les héritiers de l'associé décédé, puisque ça permettra de revendre rapidement et dans de bonnes conditions les parts sociales héritées, en pouvant financer, par exemple, ainsi les droits de succession. Ce type de contrat, il peut être financé par la société également, notamment puisqu'elle va piloter le contrôle de l'ensemble du processus de rachat et il pourra permettre de mutualiser les primes afférentes au contrat de chaque associé, puisque les associés les plus âgés feront l'objet de primes plus importantes que les associés les plus jeunes. Dans ce cas, le capital sera versé pour acheter les parts à la société et sera donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Ce contrat peut également être financé par les associés en leur nom propre. Dans ce cas, il n'y aura pas d'impôt sur les sociétés si le contrat devait jouer, mais il sera nécessaire dans ces cas-là, puisque le payeur sera l'associé, de lui prévoir une rémunération plus importante pour que ce dernier fasse face au paiement de cette prime. Le coût de cette assurance qui sera également fonction principalement de la typologie de l'associé, à savoir son âge, son lieu de vie, le capital à couvrir ou encore son état de santé. Il s'agit là donc également d'une étude au cas par cas. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup Céline pour ce tour de table autour de l'assurance. Nous arrivons à la fin de notre discours, parce que pour l'instant c'est un discours. Nous avons aujourd'hui pas de questions, soit on était très clair, soit pas très clair du tout. On va dire que c'était peut-être le premier. C'est la première fois qu'il n'y a pas de questions sur mon écran. Ça me permet de vous remercier quand même d'avoir participé au séminaire. Vous voyez ici les participants avec l'adresse FFU pour ceux qui n'étaient pas encore présents lors de l'introduction. Donc FFU, in Deutsch, Frankreich für Unternehmen, est un portail Internet, une plateforme Internet qui réunit des prestataires de différents domaines, tous germanophones, tous des experts dans leur domaine et qui sont à votre disposition si vous voulez aller sur ffu.eu. Sinon, vous pouvez arriver tout à fait ailleurs. Merci à toutes et à tous. Peut-être encore, vous avez sur votre écran un bouton à droite où vous pouvez faire un download de petits films de Röderer et de nous aussi. Évidemment, vous pouvez visiter nos sites respectifs que vous voyez ici aussi sur l'écran. Et donc, reste à remercier les intervenants pour leur présence, pour la clarté du discours. Et merci à Cécile qui s'occupe du réseau FFU de nous avoir préparé tout cela et d'avoir fait en sorte qu'on se voit tous et qu'il n'y ait pas de bug. Et donc, merci, bonne journée et bon appétit et peut-être à bientôt. Au revoir.